Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous vous disons bonjour ou bonsoir pour ceux que nous suivent selon les temps à leur convenance. Nous sommes là aujourd'hui pour l'émission Réflexion des rédactions. Vous le savez que c'est une émission hebdomadaire. Chaque semaine, le chevalier de la plume et de micro se retrouve autour de la table pour analyser les dossiers de la semaine. Ce qui intéresse le public, ce qui intéresse tout le monde pour que nous puissions cheminer ensemble pour le développement de notre province et de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, autour de cette table aujourd'hui, j'ai trois confrères qui sont déjà là. Il y a un quatrième qui était invité, mais il venait de s'excuser. Il s'agit de Pierre Mvikansimba de RTGA. Il s'est excusé. Mais déjà sur le plateau, j'ai trois. Je commence par là. Il y a Guy Roger Nyampala, que vous connaissez très bien, cette voix qui était très entendue par le passé à travers la radio Okapi. Mais Guy Roger Nyampala, aujourd'hui, il est le directeur de programme de Royal FM et il est le correspondant de Dépêche.cd, journaliste, vous le connaissez très bien. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir monsieur le DP, tout le plaisir est pour moi. Ok, merci. En face de Guy Roger, vous avez Madame Eugénie Sassi Bakana, directrice de programme de radio-télévision Kimbanguiste Ratelki. Elle est présidente de l'Association des femmes des médias du Congo central et elle est aujourd'hui correspondante de GED, journalistes en danger, dans la ville de Matadi. Bonsoir Madame Eugénie. Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Et à moi de vous féliciter aussi pour les nouvelles fonctions en tant que correspondante de GED dans Matadi. Merci, tous les plaisirs. Ok, merci. Tout juste à ma droite ici, vous voyez, nous sommes avec Roger Missamou, qui est journaliste, secrétaire de rédaction de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Bonsoir Roger. Bonsoir monsieur Chambouy Batoubenga, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision, tout comme Ma Bannière FM, qui sont déjà accrochés pour ces nouveaux numéros de notre magazine Réflexion des rédactions. Et nous sommes là pour réfléchir, comme le dit l'intitulé. Réflexion des rédactions, ce soir, nous avons trois thèmes. Nous allons parler, essayer d'évaluer les niveaux d'application de mesures prises par le gouvernement central en ce qui concerne les denrées surgelées. Et nous allons aussi parler de l'IGF. On parle de l'IGF. Nous entendons beaucoup parler de l'IGF. Nous allons évaluer le travail fait par l'IGF pendant ce laps de temps. Et nous traverserons aussi nos frontières pour aller très loin. Là, nous serons en Asie pour parler de la prise du pouvoir, de l'accession au pouvoir aujourd'hui par les talibans. Là, nous sommes en Afghanistan. Donc, ces trois points, nous allons les analyser avec les journalistes qui sont avec moi ici. Nous commençons avec le premier point par rapport au prix des denrées alimentaires. Ce prix, selon la décision du gouvernement central, était déjà revu à la baisse. À deux reprises, on a vu pour la première fois, on a donné les prix pour la deuxième fois. Le gouvernement, à travers le porte-parole est revenu, on a donné encore des prix. Mais sur le terrain, est-ce que ça s'applique? Qu'est-ce qui se passe? Roger Missamou, à vous de nous expliquer ce que vous avez constaté, ce que votre rédaction de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM, a constaté par rapport à cette mesure du gouvernement central. Merci beaucoup, monsieur Chambouy, pour la parole accordée. Nous avons tous suivi avec attention cette décision du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, gouvernement d'Idi Warrior, le deuxième sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé de revoir à la baisse le prix des denrées surgelées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et là, il y a eu deux décisions qui se sont succédées. La première décision, c'était lui-même le ministre de l'économie qui a décidé, dans sa manière, c'était une décision que nous pouvons dire unilatérale, qui n'a pas été vraiment
en compagnie, sinon en collaboration avec les importateurs, soit les opérateurs économiques. Et voilà, il y a eu des manifestations, il y a eu un peu de mécontentement du côté de l'AFEC, soit des importateurs. Et c'est là que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est saisi pour réfléchir autour d'une même table, là maintenant, avec l'équipe des importateurs, soit les opérateurs économiques. Et là, ils se sont mis d'accord sur la nouvelle tarification de denrées surgelées en République démocratique du Congo. D'abord, dans l'ensemble, au niveau national, l'application de cette mesure, soit de cette décision, est très faible. Nous commençons par la ville de Kinshasa, bien que nous sommes à Matadi et nos enquêtes sont plus focalisées dans la ville de Matadi, mais nous signalons également à Kinshasa, la capitale congolaise. Il y a également des mécontentements dans les marchés, dans les boucheries, ainsi de suite, dans les chambres froides. Au lieu d'acheter à un prix bas, au contraire, on achète à un prix élevé. Alors que la décision qui a été signée, c'est de revoir le prix des denrées surgelées à la baisse. Mais ce n'est pas le cas. Et dans la ville portière de Matadi, nous avons plusieurs sociétés qui travaillent dans ce secteur, que nous n'allons pas citer les noms ici, mais l'application est très faible. Dans d'autres sociétés, vous arrivez, non, on ne travaille pas. Nous ne voulons plus vendre. Non, la décision du gouvernement n'est pas très bonne, nous ne sommes pas satisfaits, alors que lors de la signature de cette décision, toutes ces sociétés qui sont ici à Matadi également étaient représentées. Malheureusement, au niveau de l'application, ce n'est pas ce qui s'est fait sur les terrains. Ou soit on ne vend pas, ou soit on affiche sur les tableaux que le prix est désormais revu à la baisse, mais lorsque vous entrez, soit on vous dit que non, voilà, madame ou messieurs, c'est vrai, vous êtes venu acheter, notre tarification est déjà revue à la baisse, mais voilà, c'est là, les produits qu'on devrait vendre à ces nouveaux prix, à cette nouvelle tarification, on n'en a plus, donc il faut acheter avec l'ancienne tarification, puisqu'il fallait terminer les stocks qu'on avait. Donc voilà un peu adéquat dans l'application. J'espère que cette décision gouvernementale n'est pas vraiment appliquée comme elle a été signée. Vous avez constaté que la décision n'est pas appliquée, mais quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsque vous dites que, premièrement, c'est le ministre de l'économie qui a annoncé, et par après, le chef du gouvernement s'est saisi aussi du dossier. Vous croyez que le ministre peut passer et annoncer des prix sans que le chef du gouvernement soit informé? Certainement, le chef du gouvernement a été informé, mais pour la première fois, lorsque cette décision a été annoncée pour la première fois, du côté de la FEC, ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient avancé des raisons parmi lesquelles on pouvait peut-être dire que la FEC n'était pas en contact avec le ministère de l'économie qui a pris une décision unilatérale. C'est comme ça que le chef du gouvernement a repris les dossiers et l'a traité en conseil des ministres jusqu'à ce qu'on puisse avoir une réunion collégiale avec les opérateurs économiques, et c'est là qu'ils ont décidé ensemble pour revoir à la baisse la tarification des denrées surgelées qui malheureusement est encore en souffrance. Et en bref, vous constatez sur le terrain que ce prix n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Virogène Yampala, comment vous avez pu traiter cette question à votre rédaction? Directeur, moi je vous remercie infiniment pour avoir programmé justement ce sujet dans cette tenue, dans cette émission de réflexion. En fait, le journaliste de ma bannière a fait une très bonne investigation par rapport à l'application justement de cette décision du gouvernement. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous avons envoyé des journalistes. La décision n'est pas appliquée. Et malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une hausse de prix des denrées alimentaires. Notamment, il n'y a pas seulement le surgelé. Je peux vous donner un seul exemple. Le sac de farine de froment qui se vendait à 65 000 coûte aujourd'hui 71 000 francs congolais. Ah, mais les sacs de farine n'étaient pas concernés. Absolument. On parle des surgelés. Ça a créé une psychose au sein des opérateurs économiques. Ouais. Parce que l'idée, c'était quoi? L'idée, ce n'était pas seulement de baisser les surgelés. Il y a eu également les biens de première nécessité. Ils sont concernés de près ou de loin. Et voilà, ça a créé cette psychose-là. Les gens, les opérateurs économiques ne veulent plus écouler leurs marchandises. Le journaliste, le confrère l'a dit. Aujourd'hui, il y a une rareté et des surgelés et de certains produits parce que les commerçants ne veulent pas vendre au prix
que le gouvernement a exigé. Et ça veut dire que le gouvernement a pris une décision sans s'être entouré de tous les mécanismes possibles pour encadrer la décision? Absolument. La première décision qui a été prise d'après certains cadres de la FEC avec qui nous avons échangé, elle a été unilatérale. Ils n'ont pas été consultés, c'est qui les opérateurs économiques. Et c'est pendant la deuxième prise de décision, avant cela, bien entendu. Mais nous avons entendu plusieurs interviews du ministre de l'économie qui disait qu'il y a eu des séances de travail, plusieurs séances de travail avant d'arriver à la décision. Mais bien entendu, les séances de travail sont venues après la première décision, parce que les échanges n'étaient pas étendus jusqu'à tous les niveaux. Et directeur, il faut le dire, pour prendre une telle décision, il faudrait associer presque tous les services qui opèrent dans le secteur des dédouanements, d'importation, etc. Il faut tenir compte de tous les paramètres et tout le monde n'a pas été associé. Mais pendant la deuxième réunion, le gouvernement a eu ce courage-là d'associer tout le monde et d'essayer d'échanger pour voir justement comment arriver à la conclusion qu'ils ont abouti au fait. Parce qu'ils se sont dit réduire les prix de biens à 30%. C'était en fait l'accord qui a été trouvé entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Malheureusement, sur le terrain, c'est le contraire. Madame Eugénie, qu'est-ce que vous avez constaté à votre rédaction, tout ce qui se passe sur le marché aujourd'hui? Merci, confrère. Ce que les amis ont dit, c'est ce qui s'est fait sur le terrain. Cela veut dire quoi? Cette décision, à la première vue, c'était une décision salvatrice au sein de la population. Parce que vous savez, avec ces produits, des denrées surgelées, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas du tout donné à tout le monde. Et peut-être si nous sommes ici dans la ville, province de Matadi, nous avons la facilité d'acheter les poissons piodi et peut-être les poulets, mais pas à l'arrière-province. Vous allez voir comment est-ce que la population consomme les Thomson. C'est une denrée rare et vraiment appréciée. Mais lorsqu'on a annoncé cette bonne nouvelle qu'on a revu les prix au rabais, c'était une bonne nouvelle que tout le monde attend jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, comme les confrères ont dit, c'est vraiment, la décision n'est pas appliquée. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'il y a au juste, comment ils se sont attendus. Parce que ce que vous avez dit, est-ce qu'ils ont annoncé la décision sans pour autant prendre des mesures d'encadrement pour que cette décision soit respectée. Parce que si la décision n'est pas respectée, ça démontre aussi la faiblesse de l'État congolais. C'est aussi un problème. On peut prendre l'exemple de la tarification des avions pour prendre les vols. Ils se sont attendus et les sociétés qui œuvrent dans ces domaines de l'aviation ont quand même respecté. Et aujourd'hui, j'ai suivi les informations, CAA apprécie la mesure. Pourquoi? Hier, l'avion décollait presque à moitié vide et aujourd'hui, l'avion est plein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être hier, qui avaient des difficultés de prendre l'avion. Aujourd'hui, ils ont cette facilité-là. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente et l'offre est disponible, et ça fait surmonter vos bénéfices. Moi, je vois mal les opérateurs économiques refuser cette mesure-là. Et ils se sont attendus, je ne sais pas, à travers la République pour faire la rareté des produits sur les marchés et faire en sorte qu'au lieu que les produits puissent être revus au rabais, les produits sont en train d'augmenter, les prix sont revus à la hausse au niveau des marchés. Et ça inquiète plus d'une personne et la population se demande où en sommes-nous. Est-ce que l'État existe ou l'État n'existe pas? En tout cas, nos autorités... L'État existe ou l'État n'existe pas. Donc ça veut dire que l'État est faible. Tout à fait, parce que comment c'était une mesure qui est prise au niveau national. Qui est prise au niveau national. Les warriors ne sont pas warriors. En tout cas, dans ces cas-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons peut-être que la FEC va justifier les moyens qu'ils fournissent des efforts dans ce sens-là pour que réellement les prix soient revus au rabais. Parce que c'est ce que la population est en train d'attendre. Nous n'avons pas demandé. Ils ont manifesté cette bonne foi, cette bonne volonté. Parce que hier, on ne savait pas. Il y a certaines vérités que nous avons, si en tant que journalistes, que hier, on ne savait pas ce qui se passe dans ces domaines-là. Mais comme on a... Et même les opérateurs économiques ont compris qu'ils devaient revoir leurs prix au rabais. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, jusque-là, bon. Guy Roger, les warriors ne sont plus les warriors. Ou ne sont pas? Parce qu'ils n'ont pas encore montré de quoi ils sont warriors. Monsieur le directeur de programme de Ma Bannière Télévision, excusez-moi,
Je ne vous laisserai pas dire ça, d'autant plus qu'il m'arrive souvent de prendre un peu de recul par rapport au jugement que je dois porter sur tel ou tel autre. Et dans le cas du gouvernement, je n'aimerais pas me plonger dans... Une décision prise et qui ne s'applique pas. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une seule décision. Comme Maman Eugénie l'a dit, il s'agit d'une seule décision qui n'a pas été, à mon avis, cette décision n'a pas été suffisamment mûrie. C'est-à-dire que le gouvernement devait tenir compte de tous les paramètres. Un seul exemple, directeur. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne pourrait pas s'ériger en importateur des surgelés? Qu'est-ce qui manque au gouvernement? Il faut réunir les moyens. Il faut réunir les moyens. Mais vous le savez, à l'époque de Kabila et aujourd'hui, je ne sais pas, le gouvernement central débourse près d'1 milliard de dollars pour importer ce que nous consommons. Plus d'1 milliard de dollars. Pourquoi ne pas investir cet argent-là à l'achat des surgelés et revendre à la population à travers le pays à des prix démocratiques, comme on dit? Voilà, il y a des questions à poser. Le gouvernement habille la charrue avant le bœuf. Avant le bœuf, le gouvernement devait d'abord réfléchir au lieu d'annoncer. Et il nous arrive aussi, il ne faudrait pas condamner simplement le gouvernement. Les individus font des déclarations de populisme et ça peut amener des conséquences fâcheuses justement pour l'ensemble du gouvernement. Mais nous disons qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, Roger Missamou. Il s'agit ici d'une décision populiste prise par le ministre de l'économie qui a merci beaucoup. poussé aussi les gouvernements à agir dans sa direction. Ce n'est pas seulement les ministres, mais c'est tous les gouvernements, donc c'est tous les warriors qui sont là-dedans, qui se sont embarqués dans cette décision. Et vous continuez à les appeler warriors? Ils se disent warriors. Okay. Ça, ce n'est pas moi. Bon, par rapport à cette décision, ce que je peux dire à ce niveau, cette décision n'a pas été suffisamment étudiée, les dossiers n'ont pas été suffisamment étudiés avant que cette décision ne soit prise. Le confrère aîné Guy Roger Niapala vient de parler de l'importation. Pourquoi l'État ne pouvait pas se mettre en importateur? Moi, je dirais peut-être autre chose. Nous avons toutes les potentialités nécessaires pour produire les poissons ici en RDC. Là, je parle d'abord des poissons. Nous avons les lacs les plus poissonnés. Pourquoi pas investir dans ce secteur? Ça va prendre combien de temps? Tu quoi, l'investissement, c'est du jour au lendemain? Alors que quelqu'un a faim, vous lui demandez tout d'abord d'attendre ceci, c'est là. Les urgences. Quelle urgence? Depuis qu'ils sont là, oui. Quelles démarches ont-ils déjà entreprises dans ce secteur-là? Entre autres, l'achat des navires de pêche et en dehors de ça même, avec l'histoire des poulets ici. Nous avons tout au Congo. Pour produire des poulets. Est-ce que ça va nous prendre des années? Lorsqu'on construit des poulaillers, c'est très facile. Donc Madame il faut réfléchir à produire et non pas Madame Eugénie, vous suivez ce que Missamou dit, qu'il faudrait tout d'abord produire la production locale. Oui, tout à fait. Il parle de la raison, parce que nous recevons tous des informations. Et il parle, ça c'est une réalité au niveau de Kinshasa. Ils ont mobilisé plus d'une 50aine de pêcheurs. Les pêcheurs ont reçu des intrants pour la pêche et qui sont en train d'encadrer. Il paraîtrait, bon, je n'ai pas vu, mais du bois, ça commence déjà à produire au niveau de la ville de Kinshasa. C'est déjà un pas, c'est déjà une volonté manifeste du gouvernement central par rapport à ça. Mais si du moins ils peuvent aller plus loin, tel que les confrères venaient de l'évoquer, nous avons, ce n'est pas l'eau qui nous manque, nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tout ici chez nous. Et on peut consommer local. En tout cas, je ne crois pas qu'ici en RDC on va manquer du poisson pour consommer par rapport à cette potentialité que nous avons. Et à part ça, nous pouvons aussi produire, mais ça va prendre du temps. Par rapport nous attendons ce qui a été dit. D'abord, nous attendons ce qui a été dit, que ça puisse... Ce qui a été dit, ça a été dit, mais ça ne s'applique pas. Vous avez suivi ce que Missamou a dit. On trouve même... on trouve même dans des chambres froides, la décision on a mentionné les prix, mais lorsque vous accédez, on vous dit qu'il n'y en a plus. Et le stock est épuisé. Quand est-ce qu'on a vendu? C'est une décision nationale. Les opérateurs économiques qui sont ici, dans la province du Congo central, étaient présents lorsqu'ils se sont entendus avec le gouvernement pour que cette mesure soit à l'application. Mais je ne sais pas qui va travailler. C'est au niveau national ou bien au niveau de la province. C'est là où je dis qu'il n'y a pas eu les mesures conséquentes pour accompagner donc la décision n'était pas encadrée. La décision n'était pas encadrée. Les opérateurs économiques ne sont pas inquiétés. Ils font la tête
et ils sont à l'aise. Et c'est là où la population se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Comment ils se sont attendus? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Parce qu'ils ne veulent pas respecter la décision du gouvernement central et ils ne sont pas inquiétés. Et au lieu de revoir les prix au rabais, les prix est en train d'augmenter. Madame Eugénie, c'est ça la question que se pose. Vous dites que la décision n'est pas respectée et ils ne sont pas inquiétés. Guy Roger, la faiblesse de l'État, les gens ne respectent pas, ils ne sont pas non plus inquiétés. Voilà le problème, c'est en fait le laxisme, le manque de suivi des certaines décisions que le gouvernement prend, directeur. Il faudrait accompagner cette mesure, cette décision par justement des mécanismes de suivi. Dans les provinces, on a des ministres des provinciaux de l'économie, on a des représentants des chefs des divisions. On a aussi des chefs des divisions de l'économie. Absolument. Il y a des inspecteurs de l'économie aussi. Nous devons, ma bannière télévision, Royal FM doit aller aussi poser la question au chef de division de l'économie pour lui dire qu'en est-il? Est-ce que vous avez reçu des instructions venant de Kinshasa vous intimant l'ordre d'aller vérifier justement l'application de la mesure gouvernementale en ce qui concerne la baisse des surgelés, des prix des surgelés? Voilà un peu je vois Roger Missamou qui demande la parole. J'aimerais un peu relever un point d'après ce que Madame Eugénie a dit. Oui. Effectivement, il faut commencer quelque part, comme l'a dit également le confrère, acheter des bateaux de pêche, mettre en place une politique agricole bien définie avec des moyens. Mais aujourd'hui, directeur, le Congo est en face de plusieurs priorités, allais-je dire. Plusieurs priorités. Et maintenant, il faut choisir. Et ils ont choisi ça. Alors, il faut aller jusqu'au bout de faire baisser les prix. C'est une priorité pour le gouvernement. Daipen, aujourd'hui, est en train de produire... ça a repris, la scellée. Oui. Il y a le poulet, mais est-ce que ça va suffire à la demande interne? Non. Donc, il faut tout mettre en place pour justement arriver à satisfaire. Roger Missamou, votre réaction? Vous demandez la parole. Merci beaucoup. Je peux dire que la non-application de cette mesure, de cette décision, en quelque sorte, c'est aussi du désordre au sein des services de l'État. Nous avions approché, ma bannière télévision a approché le chef de division, et je suis sur les plateaux de télévision, je l'ai dit tout haut, nous avions approché le chef de division qui malheureusement n'a reçu aucune instruction au niveau national, soit au niveau de sa hiérarchie, aucune décision. Donc ça, c'est la réponse du chef de division. C'est la réponse, aucune décision aucune instruction, du gouvernement et aucun arrêté non plus du ministre. Donc il n'y a pas d'arrêté, pas de décision. Comment est-ce que le chef de division peut aller exécuter alors qu'il n'a aucune instruction? Voilà les désordres. Alors, voilà un élément nouveau, directeur. Voilà un élément. Ma bannière qui a fait le professionnalisme. Oui, il a fait le travail. C'est ce qui est recommandé. Oui. Ma bannière est allée là-bas, poser la question et voilà la réponse. Il y a un chef de division du ministère de l'économie qui dit qu'il n'a reçu aucune instruction de sa hiérarchie. Et à la télé, nous, on voit des gens qui disent que non, on doit, les prix des denrées ont baissé, etc. Or, c'est vraiment un leurre, directeur. Vraiment. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de ma bannière télévision, ma bannière auditeur de ma bannière FM, vous êtes en train de suivre votre émission Réflexion des rédactions. Je reçois 3 journalistes de la presse de la ville de Matadi. Nous analysons cette problématique de la baisse des prix des denrées surgelées. Et vous avez bien compris qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Les décisions sont prises, mais il y a certaines autorités qui ne sont même pas informées, comme le chef de division ne connaît rien. Ma bannière télévision a fait son travail, est allé vers le chef de division. Vous avez suivi la réponse qu'il a pu donner à notre secrétaire de rédaction. C'est ça, finalement. C'est-à-dire, que faire? Nous pouvons chuter par là. Madame Eugénie, devant ces tableaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes la population, nous avons suivi la mesure gouvernementale et nous continuons à attendre, mais du moins les constats faits sur le terrain que la mesure n'est pas respectée et que les opérateurs économiques en font la tête, ils mettent un autre prix sur les tableaux. En réalité, lorsque vous entrez là-bas, ils vous présentent un autre prix pour l'achat et lorsque vous achetez, vous êtes contre les mamans qui achètent pour revendre, les revendeurs des boucheries et consorts sont contraints, au lieu de revoir le prix au rabais, le prix est en train d'augmenter. Que faire? En tout cas, c'est difficile à notre niveau, aussi longtemps que même les chefs de division de l'économie n'ont pas mandat de faire quoi que ce soit devant ces dossiers. Mais comment il n'a pas mandat? Il est le chef de division. Il est le chef, mais du moins, il n'a reçu aucune instruction, aucune orientation de la hiérarchie. Merci, madame. Guy Roger Nyampala,
ces dossiers, comment les clore? Comment faire maintenant? Au-delà de tout ce que nous avons proposé ici, directeur, moi j'ai comme l'impression que lors de la réunion entre le gouvernement et les représentants de la FEC, oui, il n'y a pas eu sincérité ou carrément ils n'ont pas fait... Ils ne se disent pas la vérité. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit tous les détails. Ouais. Il est arrivé à un certain moment pour clore le dossier. Il y a une très grande part de responsabilité aussi du gouvernement dans la mesure où ces importateurs ont des taxes à payer. Et dans les négociations qu'ils ont eues entre eux, il était question que l'on puisse leur baisser des taxes ou carrément élaguer des taxes en leur faveur et les accorder également des allègements fiscaux, c'est-à-dire que... Est-ce que ça n'a pas été fait? Puisque à partir du moment où non, ce sont les questions épineuses qui ont fait l'objet des débats directement. Et moi, j'ai comme l'impression, nous parlons avec des importateurs, des déclarants en douane ici à Matadi, aucune taxe n'a été levée, aucune taxe n'a été revue à la baisse, à moins que nous puissions nous tromper. Donc voilà un peu des éléments que le gouvernement doit prendre en compte pour justement essayer d'avancer avec comment nous doublons ces dossiers de baisse de prix des denrées surgelées. Je vais emprunter les mots d'un politicien, Moïse Katumbi, qui a donné un conseil au gouvernement de l'Union sacrée de pouvoir éviter les erreurs du passé pour qu'il n'y ait pas une chute, soit un avenir. Les erreurs du passé, c'est dans le passé, on avait rabaissé les prix. Les erreurs du passé, c'est qu'on prenait des décisions sans pourtant faire les suivis. Et voilà, cette même question est sur la table. Il faut faire les suivis lorsqu'il y a des mesures et, si possible, se retourner autour de la table avec la FEC et prendre une décision sincère qui sera appliquée sans faille. Une question fermée, je ne sais pas comment je pose. Est-ce que dans cette question ici, vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur? Oui ou non? Bon, la hauteur, oui, le gouvernement peut relever. Dans cette question, Guy Roger, le gouvernement est à la hauteur? Non, le gouvernement n'était pas à la hauteur. Eugénie? Le dossier n'a pas été bien ficelé. La responsabilité est partagée, le gouvernement. Ok, c'était une question de me dire oui ou non. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous continuons. Maintenant, nous entamons notre deuxième sujet. Et je vous ai dit, nous avons entendu beaucoup parler de l'IGF, Inspection Générale des Finances, et c'est devenu comme une nouvelle matière. Mais pourtant, lorsque nous avons essayé de suivre ces dossiers, nous avons compris que l'IGF existe depuis 1987. Mais à partir de l'an passé, partout, c'est l'IGF. Il y a même des chansons l'IGF Cléboa. Et même les enfants dans les quartiers commencent à parler. On a même surnommé, il y a même des enfants qui sont aujourd'hui surnommés IGF. Alors, après avoir fait l'analyse de tout ça, on trouve qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Gilles Alinghetti, qui a été nommé inspecteur général de finances, le chef de service, depuis juillet de l'année passée. Alors, de juillet jusqu'à aujourd'hui, ça fait toute année, une année qui s'est écoulée que M. Gilles travaille. Je ne sais pas, M. Guy Roger Nyampala, je commence avec vous. Comment vous pouvez évaluer le travail fait par Gilles et son institution IGF? Merci beaucoup, directeur, pour cette question. D'entrée de jeu, je dois être sincère et direct envers vous pour vous dire que le bilan de l'IGF est largement positif. Largement positif dans la mesure où vous pouvez interviewer des gens il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vous diront qu'ils ne connaissaient pas l'IGF. D'ailleurs, c'est nous... Pas même 2, 3 ans, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, c'est nous, les journalistes, qui savions que l'IGF existait auparavant. Mais c'est à l'arrivée de ce régime que nous devons féliciter effectivement que nous avons su le travail que l'IGF est en train de faire. 2 choses. Quel est le travail de l'IGF? La première, les différentes dénonciations de détournement des deniers publics que l'IGF est en train de réaliser aujourd'hui, on ne les a pas connues pendant 18 ans de règne. 18 ans. On n'a jamais connu... Pour parler des 18 ans de règne de Joseph Kabila. Absolument. Mais l'IGF existe il y a déjà 30 ans. Absolument. C'est-à-dire... C'est pour vous dire. Ouais. C'est pour dire que c'est le gouvernement... C'est 34 environ. Ouais. C'est le régime actuel qui est venu, effectivement, donner à l'IGF le fondement même de son travail. Est-ce que vous ne savez pas aujourd'hui, monsieur le directeur de programme, qu'il y a une décision, un arrêté d'un ministre qui avait interdit aux agents, aux cadres de l'IGF d'exercer
dans des institutions publiques de mobilisation de recettes. Le document a été signé par le Premier ministre Adolphe Mouzito. Et ça a été rendu public, publié dans les réseaux sociaux. L'IGF était contraint pendant tous les régimes de Joseph Kabila de n'exécuter de contrôle qu'après l'aval du ministre. Il y a un document. S'il vous plaît, Guy Roger, vous dites que l'IGF, un agent de l'inspection des finances, ne pouvait pas passer pour les contrôles dans les régies financières. Je cite le confrère Bossembe. Et je pense que Maman Eugénie, qui est avec moi sur cette table, connaît cette correspondance qui a été écrite publiée dans les réseaux sociaux. Vous avez authentifié cette correspondance? Cette correspondance, on a reçu des gens. Mouzito a été également reçu par Bossembe par rapport à ce dossier. Donc aujourd'hui, il a confirmé que c'est lui qui avait signé ça. Absolument, c'est le régime. Il a été contraint à le faire. Il a été contraint à le faire pour bloquer le travail de l'IGF. L'IGF n'avait plus la possibilité de contrôler la gestion des différentes institutions et régies de mobilisation de recettes. Donc moi je dis aujourd'hui, nous allons arriver dans différents dossiers, parce que j'ai suivi Moïse Katumbi sur Jeune Afrique hier, qui a évoqué également la question de l'IGF. Mais je vais donner mon avis par rapport à la déclaration nous allons de continuer. Moïse Katumbi à ce sujet. Voilà, merci beaucoup, nous allons continuer. Madame Eugénie, vous suivez de plus près le travail que fait l'IGF en tant que journaliste, je crois. Et quelle évaluation vous faites de ce travail? Oui, merci beaucoup pour ces dossiers de l'IGF. Je crois bien, même les gens qui sont au village commencent à comprendre que nous avons une inspection générale des finances dans ce pays. Parce que ça fait bien des années, comme vous avez évoqué, depuis 1987. C'est qu'avant même Kabila, on ne connaissait pas que l'IGF existe. Mais bien que l'IGF était là, l'IGF était contraint de ne pas faire son travail comme il se doit par rapport à ses prérogatives. Mais depuis que Alinguet et son équipe est là, en tout cas nous avons compris même les rôles de l'IGF. Parce que l'IGF fait un travail productif et dissuasif. Hier, on ne savait pas qu'il y a eu des détournements comme les confrères venaient de l'évoquer, mais aujourd'hui nous en avons vu. Il fait les patrouilles d'encadrement des recettes et même les assignations des entreprises, des recettes sont revues à la hausse. Aujourd'hui, il y a des 550%, chose qui n'a jamais existé dans ces pays. Il y a des 30%, au lieu de faire 100%, vous faites des 30%, des 20%, des 25% même. Oui, mais souvent, quand il y avait des assignations, oui, c'était vraiment en deçà. Oui, 40, même en dessous des 40. Mais aujourd'hui, nous avons le prix de 100%, des 150, 120%, au-delà. Donc, ça démontre la suffisance que l'IGF est en train de faire. L'IGF fait quoi? Excusez, madame. Oui. Les assignations à 100%, oui. On trouve maintenant qu'il y a réalisation au-delà des 100%. L'IGF fait quoi? L'IGF envoie les gens qui vont travailler là-bas, ou l'IGF a fait quoi? Bon, l'IGF, c'est grâce à son travail, à son leadership et grâce à son dynamisme, et il fait les gendarmes, quoi, des finances publiques. Et la façon de travailler de l'IGF a fait que les sociétés des recettes, les entreprises des recettes du pays ont compris que nous devons faire les travaux comme c'est doit. Et ils se remettent sur les rails pour mieux faire leur travail. Et les gens ont peur même de détourner. Raison pour laquelle il y a baisse des détournements des fonds publics dans les entreprises. Et c'est ce qui fait que les assignations sont à la hausse. Pourquoi? Parce que l'IGF fait son travail. Il y a des descentes sur terre. Ici, dans les Congo central, nous avons vu l'IGF venir et revenir. Donc, les agents de l'IGF sont en train de travailler à travers la République. Et ce qui fait que même les recettes publiques sont à la hausse aujourd'hui parce que l'IGF fait son travail. Et il y a même des... Quoi? On n'a jamais vu qu'un directeur du DGA, OGFREM, arrêté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous en avons vu. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont détourné l'argent des publics. Donc c'est déjà un pas de géant, c'est ce que je peux dire. Un pas de géant, c'est que les un pas de géant, ça veut dire pour vous? Oui, le bilan est largement positif. Vraiment, c'est positif. Roger Missamou, vous avez suivi le travail de l'IGF, et vous avez suivi ce que les confrères ont dit. Et pour vous, pour la rédaction de Ma Bannière, comment vous avez jugé le travail qu'a l'IGF? Oui, le bilan est sincèrement positif, c'est largement positif. Pourquoi il y a 2 ou 3 éléments qui ont fait à ce que l'IGF puisse sortir de la captivité
que l'IGF puisse faire réellement son travail, exercer des audits, des patrouilles financières. Parmi ces éléments qui ont donné la force à l'IGF, c'est que depuis sa création, soit je peux dire l'ordonnance qui porte création et fonctionnement de l'inspection générale des finances a été promulguée le 15 septembre 1987. Et depuis ces temps-là, l'IGF ne dépendait pas du chef de l'État. L'IGF était au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances, et oui. Comme c'est au niveau du ministère des Finances, il y avait des limites pour mener des enquêtes dans certaines institutions. Lorsque le ministre des Finances instruit, vous dit ne touchez pas, automatiquement l'enquête est close. Donc à ce niveau-là, ce qui a donné maintenant la force à l'IGF, c'est que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a sorti l'IGF en 2019 du ministère des Finances pour placer cette institution sous l'autorité du chef de l'État. Donc l'IGF dépend aujourd'hui du chef de l'État. Et comme ça dépend du chef de l'État, il ne fait pas rapport au ministre des Finances, il ne dépend plus du ministère des Finances, eh bien l'IGF peut auditer en toute responsabilité, en toute indépendance, que ce soit au niveau de la primature. Ça, c'est déjà un élément majeur qui a fait que l'IGF puisse faire correctement son travail. Et la deuxième des choses, c'est le changement des procédures. L'IGF, depuis que l'IGF existe, travaillait seulement dans les bureaux. On n'a jamais vu l'IGF dans nos plateaux de télévision, mais ils ont compris que chaque fois que nous faisons rapport, que nous transmettons les rapports, même s'il y a des graves érosions des fonds publics dans des sociétés, nous faisons rapport à la justice, souvent les dossiers finissent dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de thématique. Et là, je félicite l'actuel chef des services, inspecteur général Jules Alinguet, qui va changer des procédures pour commencer à rendre compte et au chef de l'État, puisqu'il dépend du chef de l'État, et à la population, puisque les fonds publics, ce n'est pas les fonds du chef de l'État, mais c'est les fonds de la population. Il s'est vu redevable à la population. Lorsqu'il a mené une enquête, il dit à la population, écoutez, chère madame, messieurs, j'ai mené l'enquête à la société Y, il y a des tournements. Ok, c'est très bien. Mais vous avez dit que c'était le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et qui avait attaché l'IGF à la présidence. C'est que le chef de l'État Kabila avait déjà constaté, ça ne va pas. L'autre fois, Kabila l'avait dit qu'il manquait même 15 personnes. Ça signifie qu'il a senti le niveau de détournement, puisque dans plusieurs pays, là où la démocratie, là où l'éducation financière est déjà dans les sangs, dans plusieurs pays, l'IGF parfois dépend seulement du ministère des Finances, mais le travail s'est fait en toute responsabilité. Maintenant, comment le travail de l'IGF est vu par les politiciens que nous avons en RDC? Là, je me retourne vers Guy Roger, parce que vous avez voulu parler de Moïse Katumbi. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'IGF, sa vision? Qu'est-ce qu'il voit de l'IGF? Merci beaucoup, directeur. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même ajouter un autre élément par rapport au point positif de l'IGF. Aujourd'hui, il faut retenir que les réserves stratégiques de la République démocratique du Congo ont pris l'ascenseur. Okay. Donc aujourd'hui, les réserves sont situées entre 2 milliards de dollars, chose qui n'a jamais été réalisée à cause du travail que l'IGF est en train de faire. Alors, pour répondre à votre question, Moïse Katumbi, on parle du volet politique, la lecture politique de l'IGF par ces politiciens. Donc, Moïse Katumbi a fait une déclaration sur Jeune Afrique, nos confrères de Jeune Afrique. À une question lui posée sur le travail de l'IGF, Moïse Katumbi a déclaré que, effectivement, nous voulons que l'IGF fasse son travail, mais que cela ne soit pas instrumentalisé à des fins politiques. Voilà, ça c'est la réaction de Moïse Katumbi. C'était sur... oui, c'est la réaction de l'homme politique. Okay. Alors, moi je me dis, s'il faudrait donner cette approche-là, que l'IGF est en train, parce qu'il y a des politiques que moi j'ai reçues dans des émissions qui me disent que non, l'IGF est en train de courir, de rendre des comptes aux gens. Moi, je me dis. Donc, c'est pratiquement la chasse à l'homme. En tout cas, personnellement, je n'ai pas constaté cela. Si ceux qui ont géré avant se reprochent de quelque chose, en tout cas, ils seront toujours rattrapés par l'IGF. Et moi, je pense que Jules Alinguet a du pain sur la planche. Pourquoi? Il a beaucoup de travail à faire. Il a beaucoup de gens à traquer dans ce pays.
il faudrait que l'IGF... Il a beaucoup de gens traqués dans ce pays. Le chef de l'État avait dit qu'on ne va pas fouiner dans le passé. Mais malheureusement, directeur, aujourd'hui, ce que nous assistons, on est en train de fouiner dans le passé. Roger Sambo, nous encourageons on ne va pas fouiner dans le passé, ça veut dire qu'on ne respecte pas la parole du chef de l'État. Si l'IGF commence à fouiner dans le passé. Dès lors que c'est pour l'intérêt de la population, il faut fouiner même en profondeur pour récupérer l'argent de Madame Eugénie, fouiner dans le passé? Tout à fait, c'est très normal parce qu'on ne peut pas comprendre un grand pays comme la République démocratique du Congo avec un budget annuel de moins de 5 milliards de dollars. Aussi longtemps que nous avons on peut appeler les petits pays qui nous entourent, qui ont plus de 20 milliards de dollars de budget. Cela veut dire qu'il y a le coulage extrême des recettes de l'État dans ces pays. Allez, dire qu'on ne peut pas fouiller dans le passé, non, moi je ne peux pas accepter. Parce que l'argent qui a été détourné, c'est l'argent des contribuables congolais. C'est cet argent-là qui fait avancer le pays. C'est cet argent-là que même le confrère Guy Roger a évoqué ici qu'on peut utiliser pour peut-être acheter même des produits surgelés pour satisfaire les besoins de la population. Cet argent, au lieu que ça puisse bénéficier à la population, cet argent a été privatisé pour... une famille quelconque. Oui, vous parlez des avantages, mais méthodologie, cette façon de médiatiser. Tout à fait, c'est là où j'allais en revenir pour dire que dans les clauses des IGF, c'est le prix qu'il faut rendre moi je suis en train de soutenir cette façon qui est gestion. Oui. Je suis en train de soutenir cette médiatisation parce que c'est l'argent des contribuables congolais. Et cette façon de faire des Alingeti, c'est ce qui fait Madame que... Eugénie, vous serez contente, on vous contrôle sans même que vous puissiez passer devant la justice, que la justice ne puisse sanctionner, rendre un verdict et qu'il y ait quelqu'un qui est passé pour dire que Madame Eugénie a volé l'argent. C'est son travail. Mais c'est son travail, mais la méthodologie, c'est une médiatisation. Non, confrère, la redevabilité oblige. Pourquoi? Nous connaissons sous notre justice. Notre justice a aussi ces réalités que nous avons toujours décriées. C'est un point, d'ailleurs, c'est un autre point. En tant qu'inspecteur général des finances, il a fait son travail, il ira public. Parce que lorsque, au niveau de la justice, peut-être il y aura un blocage, qu'on ne puisse pas acquiler l'inspection générale des finances. Là, en tout cas, moi, je soutiens cette façon de faire. Parce que je soutiens cette façon de faire, la médiatisation. Comment vous trouvez ça, Roger Missam? C'est très bien, puisque l'IGF... Très bien! S'il vous plaît, l'IGF n'a jamais dit que tel est détourneur. On parle de la présomption de détournement. Dès lors qu'on parle de la présomption, on n'entrave aucune loi et on ne déroge pas la loi. Guy Roger, vous soutenez aussi la médiatisation? Je soutiens absolument cette prise de position parce que Jules Alingeti est en train de mettre en application exactement les clauses des prérogatives qui lui sont attribuées, à l'IGF. Et l'IGF est dans l'obligation de communiquer. Directeur, vous suivez les chaînes internationales. Rien ne se cache aujourd'hui. Donc, on doit nous mettre à la place publique la manière dont tout un chacun a géré l'entité, la société, l'entreprise ou que l'État lui a donné pour justement... Ok, nous concluons ce dossier de bilan de l'IGF. Vous dites... Les bilans positifs ou négatifs? Largement positifs. Largement positifs. Et Jules Alingeti a du travail à faire. Il doit recruter encore d'autres inspecteurs pour étendre le travail. Roger Missamou? Le bilan est positif, mais il y a déjà des couacs. Il ne faut pas que la justice puisse décourager cette institution qui est déjà sur une bonne lancée, puisqu'il y a plusieurs dossiers qui aujourd'hui ont été révélés par l'IGF, ne sont pas suivis à la loi. Madame Eugénie? Oui, comme on a déjà évoqué, le bilan est vraiment largement positif. Nous sommes contents du travail que l'IGF est en train de mener sur le terrain, qu'il continue dans cette lancée et qu'il continue aussi de communiquer pour qu'il n'y ait pas aussi des blocages au niveau de la justice. Nous encourageons cette façon de faire. Voilà, nous courons derrière le temps et nous entamons notre dernier dossier. Il s'agit là de l'accession au pouvoir des talibans. Là, nous sommes en Afghanistan. Et quel impact ça peut jouer chez nous en Afrique, plus particulièrement chez nous en République démocratique du Congo? Et je commence avec madame cette fois-ci. Madame, vous avez suivi que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan? Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, mais du moins
avant que les talibans puissent entrer dans l'Afghanistan, excusez-moi, il y avait l'armée américaine. L'armée américaine qui a fait 20 ans pour essayer quand même de protéger cette population devant... C'est un mouvement insurrectionnel, je peux quand même passer, ce sont des ce sont les gens du pays qui sont en train de réclamer leurs droits. Mais au lieu qu'ils fassent ça en suivant les normes internationales, mais eux, ils veulent imposer les lois qui ne sont plus... Ils ont la charia. Oui. Oui, leurs lois là qui ne plaisent pas d'ailleurs à plus d'une personne, raison pour laquelle vous avez vu que les gens fuient les pays parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Plus d'une personne qui veut vivre dans le désordre. Non, pas les désordres, mais du moins ce qu'ils revendiquent là, je ne sais pas si vous allez accepter ça. Donc c'est déjà un problème. C'est déjà un problème parce que nous avons vu lorsque l'armée américaine était là et puis la population était à l'abri. Dès que l'Amérique a quitté l'Afghanistan, les talibans sont entrés librement. Et je me demande, je me pose la question, que faisait l'Amérique pendant tous ces temps-là? 20 ans durant, ils étaient là, ils n'ont pas formé une armée efficace qui pouvait prendre les relais lorsqu'ils vont quitter. Parce qu'ils savaient bien qu'ils devaient quitter l'Afghanistan. Madame, ils se sont retirés. Mais qu'est-ce que peut être maintenant cette invasion, cette prise de pouvoir par les talibans? Oui. Ça peut avoir quel impact maintenant chez nous en Afrique? Nous, ça a un impact en Afrique parce que nous vivons toujours en main tendue. Parce que lorsqu'il y a un problème chez nous, nous voyons souvent les Occidentaux. L'Amérique est ici présente au niveau de l'Afrique. Ils sont en train d'opérer dans plusieurs pays d'Afrique. L'armée américaine, nous voyons ça d'ailleurs, d'ici là, ils sont déjà chez nous ici en RDC. Nous avons vu les Américains venir pour nous aider, pour qu'il y ait efficacité de l'état de siège à l'est de la République démocratique. Mais avec cet exemple des talibans, on s'est dit, est-ce que pouvons-nous faire foi à l'armée américaine? Est-ce que ce qu'ils ont fait en Afghanistan, excusez-moi, ils peuvent faire ça ici? Parce que l'armée américaine, ils travaillent en solo. Hein. Leur façon de faire, c'est en solo. Ils ne donnent pas leur technique aux autres. Aujourd'hui, ils sont ici en RDC. Qu'est-ce que pouvons-nous faire confiance à cette armée-là? Parce que dès qu'ils ont quitté l'Afghanistan, ils se les déligent. Ok. C'est les talibans qui règnent aujourd'hui. Oui, c'est les talibans qui règnent. Vous n'avez plus la parole. Roger Missamou, des talibans au pouvoir en Afghanistan. Quel impact ça peut faire en Afrique? Oui, l'impact au niveau de l'Afrique, c'est que les pays africains sont déjà faibles sur le plan sécuritaire et ça peut multiplier les attaques, ça peut multiplier la prolifération de groupes armés rebelles. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire comme conseil ou soit comme intérêt, ce que nous devons retenir à ce niveau, c'est de pouvoir travailler à l'idée d'avoir une armée efficace et alors forte à mesure de défendre les intérêts de la République. Puisque tout ce que nous voyons ici, les Américains sont aujourd'hui en RDC, c'est le monde des affaires, c'est les intérêts. S'ils n'avaient pas d'intérêt en RDC, ils ne seraient pas là pour venir combattre aux côtés des FARDC. Et quand ils n'auront pas d'intérêt en RDC, ils peuvent même s'associer au Rwanda pour faire du mal à la RDC. Donc, il s'agit... Pourquoi vous prenez toujours l'exemple du Rwanda? Les Congolais, vous voulez souvent citer... Même l'Ouganda. Mais ça vous arrive facilement de citer le Rwanda. Bon, entre guillemets. Bon, c'est le mot qui est arrivé dans la bouche. On peut prendre même l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Donc, l'Amérique peut être même prête à s'affilier à un autre pays pour faire du mal à la RDC. Question seulement des intérêts. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas trop faire confiance aux troupes étrangères. Il faut plutôt travailler à l'idée d'avoir une armée efficace. Guy Roger, les talibans, dont au centre de Kaboul, ils sont à la commande du pouvoir politique. Ils étaient les insurgés. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, donc ils sont passés d'étape, hein, des insurgés aux tenanciers du pouvoir. Quel impact ça va jouer en Afrique et peut-être particulièrement chez nous en République démocratique du Congo? Bon, pour répondre d'abord à votre question, j'aimerais préciser ceci, directeur, que
les Américains ont formé une armée en Afghanistan. 180 000 hommes. Ils ont été formés, dotés, toute la logistique était américaine. 180 000 hommes. 180 000 hommes. Okay. Les Américains ont formé. Qui sont aujourd'hui en débandade. Qui sont aujourd'hui en débandade et dont certains sont en train de quitter le pays. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour l'Afrique? Joe Biden d'abord, avant mais comment expliquer? Excusez, parce que vous relevez ça. Ils ont formé 180 000 hommes. Oui. Et face maintenant aux talibans, comment cette armée dotée, formée, n'a pas pu faire face aux insurgés? Depuis que les talibans occupent Kaboul, Joe Biden est passé à la télévision à 2 reprises. Première fois, il a justifié pourquoi les Américains sont partis. À cette question, il a dit ceci: ils ont constaté sur le terrain que les militaires afghans ne voulaient pas se battre face à leurs frères. C'est ce que Joe Biden a dit. Donc c'est-à-dire? Absolument. Les Américains étaient considérés comme les envahisseurs. Et ils n'étaient pas acceptés en Afghanistan. Absolument. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs attentats, etc., jusqu'à Kaboul. C'est ainsi qu'ils sont partis. Ça, c'est la raison. En ce qui concerne l'Afrique, Maman Eugénie l'a dit, retenez déjà que 2000 Afghans sont en direction de l'Ouganda. Ils sont en train de venir. Troisième crainte, c'est-à-dire que les Américains peuvent, avec leurs relations, le confrère l'a dit, en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Les Américains, avec leurs alliés et leurs partenaires, ils peuvent dire, nous n'allons pas accueillir les Afghans, les réfugiés qui veulent venir chez nous, prenez-les chez vous, ils peuvent le faire. Et nous pensons même qu'en Afghanistan, en Ouganda, l'Ouganda a reçu des pressions des Américains pour recevoir ces Afghans qui fuient chez eux. Ça peut nous arriver. Deuxième chose. Alors, leur présence déjà en Afrique... leur présence, ils sont d'abord leur culture. Pourquoi ils sont redoutés, les Afghans? C'est par rapport à leur religion. Ils appliquent la loi de la charia, c'est-à-dire le Coran. Non. La femme ne part pas à l'église. Ceux qui fuient, ce sont les modérés. Absolument. Mais bon, les talibans, ce sont eux qui sont... absolument. Les modérés, les progressistes. Ouais. Les progressistes fuient le pays parce que, au regard du système politique qui est appliqué déjà dès aujourd'hui par les Afghans, ils ne vont pas vivre leur présence maintenant en Afrique, ça ne va pas impacter... Si, ça va impacter socialement dans la mesure où eux, ils vont venir avec leur culture, ils vont trouver des peuples avec une autre culture et dans leur charia, dans leur religion, on leur impose. Vous imposez aux autres votre religion. Or, ce n'est pas le cas ici. En ce qui concerne l'Afrique, si l'Afghanistan aujourd'hui continue à être dirigé par les talibans, eh bien ça va devenir le bastion du terrorisme à travers le monde. Et tous ces terroristes en dehors de l'Europe vont se verser en Afrique comme on a vu en Libye. C'est-à-dire, moi je prends l'Afghanistan et la Libye comme la même chose. Ouais. Vous semez la bordelle en Libye et ça devient le bastion de tous les terroristes en Afrique, les Katiba, les Boko Haram, etc. Ils éparpillent en Afrique. Mais ceux de l'Afghanistan qui viendront pourront refaire justement l'expérience chez nous et c'est un danger, ça craint. Il faut prendre des dispositions, il faut se préparer en Afrique. Mais comment ces gens, comment faire que les Américains qui abandonnent l'Afghanistan, ils arrivent en République démocratique du Congo? Le même spectacle ne peut pas se répéter? Comme a dit Missamou. Comme a dit Missamou par rapport à la question de l'Est de la République démocratique. Oui, par rapport à... Parce que nous sommes en train de vivre une situation... Mais absolument, les forces spéciales américaines sont arrivées déjà en République démocratique du Congo. Oui. Il a raison, et ils peuvent s'installer là-bas et faire la guerre. Et un jour, ça peut nous arriver aussi. Donc nous devons prendre conscience, nous préparer à la guerre. Il y a un homme politique qui a dit, il faudrait que le Congo se prépare à la guerre tous les jours. Et en ce moment-là... Madame Eugénie, nous devons prendre conscience et nous préparer à la guerre au lieu d'être contents qu'il y a des Américains qui sont venus nous accompagner, nous assister pour bouter dehors. C'est déjà une crainte quand je vois que les Américains ont quitté l'Afghanistan pour la République démocratique du Congo et tel que les confrères Guy vient de l'évoquer, je ne sais pas si l'Ouganda n'a pas été contraint de recevoir les réfugiés. Parce que l'Ouganda, c'était un pays voisin de la République démocratique du Congo. C'est là où ça nous interpelle. Normalement, nous devons prendre les mesures adéquates pour outiller notre armée, pour bien protéger nos frontières, aussi longtemps que nous sommes un pays qui a plusieurs pays. Nous avons plus de 9 pays frontaliers. Donc nous avons vraiment un devoir
de compter sur notre armée nationale et puis outiller notre armée pour bien sécuriser nos frontières et ne pas aussi compter à ces Américains ici. Parce que surtout à l'est de la République démocratique, nous avons déjà plusieurs groupes armés et que ces talibans-là sont des proches de Al-Qaïda, ils sont ensemble depuis longtemps, ils sont des guerriers par rapport à la matière. Nous avons vu ce qui se passe au Nigeria et qu'on sort. Nous ne voulons pas que ça soit ici dans notre pays. Et c'est là, c'est une interpellation à l'endroit de nos autorités pour que des mesures soient d'encadrement. Oui, est-ce que les Américains viennent en République démocratique du Congo? Est-ce que ça n'a pas une explication? Parce que dernièrement, vous avez suivi aussi que les Russes sont au Centrafrique. Est-ce que ce n'est pas la géopolitique, ce n'est pas une stratégie pour essayer peut-être de comprendre que les Russes sont au Centrafrique et les Américains ne pouvaient pas laisser la République démocratique du Congo comme ça? Il faut qu'ils soient aussi à côté? Roger Missamou. Comme je l'ai dit au départ, dans les relations internationales, ce n'est pas l'amitié, c'est les intérêts. Ils ont trouvé qu'il faut être en RDC, puisqu'en RDC également, ça coule le lait et le miel. Donc, il faut être là pour tirer quelque chose. Donc, pour leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Nous devons nous préparer en conséquence pour éviter les pires. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière, nous voici à la fin du temps. Le temps pour nous maintenant de conclure. Nous commençons par Missamou. Nous avons parlé des 3 sujets. Votre conclusion? Voilà, par rapport à la première thématique, nous avons parlé de la baisse des prix des produits surgelés. Je réaffirme mon engagement de pouvoir solliciter au gouvernement de prendre vraiment les responsabilités pour essayer un peu de résoudre cette situation d'une manière définitive et d'une façon durable. Et en dehors de ça, nous avions également abordé l'histoire de l'IGF. L'inspection générale des finances fait correctement son travail, mais au niveau de la justice, ça sent déjà mauvais, puisqu'il y a d'autres dossiers qui sont très salés avec l'odeur de détournement, malheureusement qui ne sont pas vraiment suivis au niveau de la justice. Et je l'ai dit, ça peut décourager que ce soit lui-même le chef de service et les inspecteurs qui travaillent avec beaucoup de risques. Et par rapport à cette histoire ici de l'État liban, on doit se préparer en conséquence pour défendre notre pays, et c'est avec notre armée et non une armée étrangère. Guy-Roger. Merci, directeur. En ce qui concerne le premier sujet, je demande au gouvernement de retourner sur la table des négociations avec les importateurs, avec tous les services concernés dans l'importation, dans les dédouanements, pour justement définir tous les paramètres qui permettront à ces opérateurs économiques de revoir à la baisse les surgelés et rencontrer les attentes de la population. En ce qui concerne le deuxième sujet, l'IGF, moi je ne fais qu'applaudir l'IGF, et je pense que, comme je venais de le dire, Alinguetti a beaucoup de travail à faire et il doit aller de l'avant. Effectivement, la justice de notre pays n'est pas aujourd'hui totalement parfaite, mais nous pensons qu'avec les dénonciations, ce pays va aller de l'avant, et nous saluons donc, nous félicitons l'IGF qu'elle doit continuer son travail à traquer tous ceux qui ont détourné l'argent de ce pays pour le bien de notre population. Le dernier sujet, l'Afghanistan. Directeur, moi je dis que j'ai toujours répété qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et aujourd'hui, si les Américains viennent ici ou les Afghans arrivent chez nous, il y aura toujours un impact négatif en ce qui nous concerne. Nous devons nous préparer, nous devons savoir ce que nous voulons pour ce Congo. Madame Eugénie, votre conclusion? Tout à fait. Comme les amis l'ont évoqué, à ce qui concerne les produits surgelés, c'est à l'État congolais de faire son travail. Il a promis, il doit réaliser. Nous attendons, nous continuons à attendre. Et s'il faut multiplier les mesures, s'il faut alléger aussi les taxes, c'est à lui de les faire pour que cette mesure soit en application sur terrain. Et en ce qui concerne l'IGF, en tout cas, nous applaudissons le travail de l'IGF et nous les encourageons et nous demandons à ce que l'IGF continue et faire encore mieux
et que la justice aussi puisse mieux accompagner l'IGF pour que le travail de l'IGF ne soit pas peine perdue, que ça puisse produire les produits et que la démocratie soit réelle dans notre pays et que nous puissions bénéficier de nos avoirs, nos avoirs de la République démocratique du Congo puissent bénéficier aux filles et fils de ces pays. En ce qui concerne les problèmes des talibans et les Afghanistan, bon, c'est un problème très sérieux, un problème très délicat, que notre gouvernement ne puisse pas prendre ça à la légère. Nous avons vu l'exemple que les Américains ont montré, et comme ils sont ici présents dans notre pays, nous demandons à nos autorités d'ouvrir les et les bons et de mieux encadrer notre armée nationale et de mieux protéger nos frontières pour que nous ne puissions pas tomber dans ce que nous déplorons ici. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous sommes à la fin du temps nous imparti. Nous avons débattu de 3 dossiers aujourd'hui. Nous avons parlé de niveau d'application de mesures prises par le gouvernement central en ce qui concerne les denrées surgelées. Et nous avons parlé du bilan de l'inspection générale des finances, IGF. Nous avons aussi parlé de l'accession au pouvoir des talibans. Là, nous sommes en Afghanistan. Quel impact ça peut avoir en Afrique et chez nous? Avec les 3 confrères ici, Guy Roger Nyampala, ancien de Radio Okapi, qui est actuellement directeur de programme de Royal FM, et il est le correspondant des dépêches.cd. Et nous avons parlé avec lui, il était ici avec nous. Nous vous disons merci, Guy Roger. Nous disons merci à Madame Eugénie Sassi Bakana, qui est directrice des programmes de Radio-Télévision Kimbangis Ratelki, qui est la présidente de l'association des femmes des médias du Congo central et actuellement qui est correspondante de GED, journaliste en danger ici à Matadi. Merci Madame Eugénie. Et nous disons aussi merci à Roger Missam qui est journaliste et secrétaire de rédaction de Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Et Missam, vous allez continuer avec votre dossier pour suivre les chefs des divisions de l'économie. Vous voyez aussi les ministres provinciaux en charge de l'économie. Ils doivent vraiment nous éclairer et je vous félicite pour le travail que vous faites. Mesdames, Messieurs, je vous dis merci de l'attention soutenue. Il ne reste qu'à vous dire au revoir. Le samedi prochain, nous allons encore nous retrouver dans le cadre de l'émission Réflexion de rédaction. Ciao.